Je m'appelle Ketiapa Suonema, j'ai 18 ans, je vis à Kinshasa, je suis défenseur de la jeunesse UNICEF, ambassadrice pour la cause climatique et environnementale, mais aussi jeune reporter de Kinshasa. Défenseur de la jeunesse, c'est un titre qu'on a tiré de l'anglais Youth Advocate. Donc ça veut dire que je suis un peu la voix de la jeunesse congolaise, mais pour UNICEF bien sûr, et que je défends les intérêts de la jeunesse au niveau national et international, mais via la casquette UNICEF. Les intérêts de la jeunesse, c'est en fait ce que les jeunes ils ont envie de faire entendre, mais qu'ils peuvent pas faire entendre parce qu'on leur donne pas l'opportunité de le faire, ou encore parce qu'on leur donne pas les moyens de le faire. Donc du coup, mon travail, c'est un peu d'être en contact avec des jeunes dans mon quartier, dans mon école, observer, voir ce qui manque autour de moi, essayer de savoir comment ils le vivent et transmettre ce qu'ils veulent aux autorités, aux partenaires. Avant de devenir jeune reporter, Ketia a été enfant reporter, mais avant d'être enfant reporter, Ketia a été une fille intéressée par le fait de vouloir aider les autres. Déjà, je l'ai manifesté dans mon école. Je faisais des collectes quand il y avait des élèves qui perdaient leurs parents aussi. J'étais toujours très active et j'aimais transmettre ce que j'avais comme connaissance et j'aimais beaucoup apprendre. Et à l'âge de 12 ans, j'étais au lycée Sacré-Cœur. Il y a eu une formation d'enfant reporter. Mais avant la formation, c'est qu'à l'école, on a fait passer une annonce pour un concours de dictée. Et vu que moi, j'aimais beaucoup participer à des activités qui étaient ludiques, j'ai été sélectionnée parmi 20 filles de mon école. En tout cas, c'était le high level des filles de mon école. À 20, on a suivi une première formation de 4 jours. Après cette première formation de 4 jours, on en a sélectionné 4 et je faisais partie des 4. Et les 4, on a été formés spécialement comme enfants reporters UNICEF. Et c'est là que tout a commencé pour moi en vrai. Un enfant, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans, selon la loi. Et quand on franchit cette tranche d'âge, qu'on a plus de 17 ans et qu'on est maintenant majeur, on passe d'enfant reporter à jeune reporter. On continue de faire le même travail, mais voilà, c'est un peu juste le titre qui change. Mais en gros, le travail, il reste le même. On continue de défendre les droits violés autour de nous, d'écrire des articles, d'aller sur terrain, de faire des messages de plaidoyer, mais en étant majeur. En gros, comme on le fait d'habitude, avec les autres enfants reporters, parce qu'on est nombreux, on est vraiment nombreux, avec les autres enfants de différentes communes, on écrit ensemble un message de plaidoyer. On apprend sur le problème, on nous donne les statistiques, on nous fait comprendre par nos encadreurs comment est-ce que les enfants sont affectés par le fait de ne pas être enregistrés à l'état civil, combien d'enfants RDC ne sont pas enregistrés à l'état civil, en quoi c'est un problème et pourquoi on doit agir. Et en fonction de toutes ces informations, on écrit un message de plaidoyer à plusieurs. Et il y a quelqu'un qui va porter ce message de plaidoyer auprès des autorités, et c'était moi. Donc il y avait la ministre du genre, famille et enfants, c'était madame Béatrice Lomea Atilite, voilà. Et donc du coup on a porté ce message auprès de l'ancienne ministre du genre. Il y avait le bourgmestre de la ville de la commune de Lingwala. Et voilà, après quelques temps, ça portait ses fruits. Il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Mais quelques mois plus tard, quelques mois après le plaidoyer auprès des autorités, il y a eu un peu cette campagne de sensibilisation à l'enregistrement à l'état civil qui a commencé comme ça. Donc on a vite compris que c'était à cause du fait qu'on leur a parlé du problème, du fait qu'on leur a fait comprendre ce que ça nous faisait, nous enfants, d'avoir des actes de naissance et que certains n'en avaient pas en fait. Il faut savoir qu'en RDC, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil quand ils sont nés, de la période de leur naissance à leurs 3 mois. Alors que l'enregistrement est gratuit. Tout ça, pourquoi? Parce que les parents, ils sont pas conscients de l'importance de faire enregistrer leurs enfants à l'état civil. Ils sont pas conscients du fait que leur enfant doit être reconnu aux yeux de l'État et avoir une identité en tant qu'enfant congolais. Et sans cette identité, ils peuvent pas jouir de tous leurs droits comme les autres enfants qui bénéficient et qui ont un acte de naissance et qui sont reconnus à l'état civil. Et en gros, après avoir fait ce plaidoyer, j'étais en 4e. Quelques mois après, il y a eu une première campagne de sensibilisation. Donc ça veut dire qu'on est passé, il y avait plusieurs équipes. Moi, j'ai travaillé à l'équipe qui était à Lingwala. Donc on est passé dans les maisons, on a sensibilisé. Et en fait, avec les partenaires et le gouvernement, il y avait la possibilité de faire réenregistrer tous les enfants qui n'ont pas été enregistrés de leur période de 0 à 3 mois. Donc tous ces enfants, ils pouvaient être réenregistrés. Ils avaient entre 1 année et 5 ans. Ils pouvaient être enregistrés gratuitement à l'état civil. Ça, c'était vraiment un plaisir pour moi. Parce que quand on dépasse cet âge, il faut payer un jugement. Il faut faire un jugement supplétif, mais voir que ce jugement a été gratuit
pour faire bénéficier à ces enfants. Moi, personnellement, ça m'a poussé à continuer à me battre et à comprendre que voilà, des fois, c'est difficile, mais coûte que coûte, les messages, le travail qu'on fait portera ses fruits. C'est vrai qu'en étant enfant reporter, j'ai eu à faire plusieurs plaidoyers différents, mais le problème, c'est que des fois, ils n'aboutissent pas. Ça veut dire qu'autour de nous, on localise des problèmes, on écrit sur ça en espérant avoir des solutions, en espérant avoir des réponses de la part des autorités, mais des fois, ça porte pas toujours ses fruits. Et ça décourage. Il y a un plaidoyer que j'ai fait à la tête du gouvernement qui parlait de l'accès à l'eau potable. C'était pour la journée internationale des toilettes, je crois, oui. Donc du coup, le message du plaidoyer, c'était adressé aux autorités pour leur faire comprendre qu'il y a des enfants à RDC qui meurent parce qu'ils viennent des toilettes et qu'ils peuvent pas se laver les mains, en fait. Et en fait, ils sont victimes de maladies liées aux mains sales et que c'est un problème qui est fréquent. Mais jusqu'à présent, dans les mêmes sites où on était parti avant, par exemple, et quand on y retourne, c'est les mêmes problèmes. Il y a des endroits où on te dit, voilà, nous, chez nous, on n'a pas de robinet parce que l'eau n'a jamais coulé. Et l'eau ne coulera jamais. On fait des puits, mais ça résout pas la situation, en fait. Donc, du coup, il y a plusieurs plaidoyers comme ça on a l'impression de ne pas être entendu, en fait. On a l'impression de ne pas être pris en considération. Mais à chaque fois qu'on a l'occasion, on revient dessus pour essayer de les pousser à agir. C'était à Anne-Célé, dans une école à Anne-Célé. Et le problème, c'est que, en fait, les enfants, ils avaient déjà des toilettes qui étaient pas en bon état. Et non seulement qu'ils avaient des toilettes qui n'étaient pas en bon état, ils n'avaient pas d'eau, ils n'ont pas de robinet. Ils viennent des toilettes, ils peuvent pas se laver les mains. Mais après, à la récréation, il doit peut-être manger un biscuit, il doit peut-être manger des samoussas, il va toucher avec ses mains. Et en fait, il tombe malade, il a mal au ventre, il a la diarrhée. Et en fait, les maladies liées aux mains sales, c'est parmi les maladies qui tuent le plus d'enfants en RDC. Non, je pense pas que les jeunes filles partout en RDC sont confrontées aux mêmes réalités. La pertinence du propos dépend essentiellement du contexte. À Kinshasa, les problèmes qu'une jeune fille rencontre ne sont pas les mêmes qu'une jeune fille rencontre au Kasaï, par exemple. J'ai toujours dit que le problème de l'intégration, par exemple, de la jeune fille en RDC est un problème de culture. Dans un pays où on a plus de 300 ethnies différentes, avec chacun sa manière de considérer la jeune fille et la jeune femme, il faut s'attendre à ce que les problèmes diffèrent des coutumes, diffèrent des cultures, diffèrent en fait de la façon de percevoir la fille et la femme en tant que telle. Il y a des tribus, par exemple, où on considère la femme comme une reine. Et dans ces villages-là, les filles et les femmes n'ont pas beaucoup de problèmes parce que selon leur tradition, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui porte l'enfant, donc elle est vénérée. Elle a pas les mêmes problèmes que rencontre une fille, par exemple, dans une province où à 15 ans, les filles sont données en mariage. Donc les problèmes en RDC par rapport à la fille, à la jeune fille, ne sont pas les mêmes. Ils dépendent essentiellement du lieu, ils dépendent essentiellement de la perception de la jeune fille dans son environnement. Un autre problème qui peut être l'accès à l'éducation, par exemple. Il y a des endroits où on privilégie plus les jeunes garçons en termes d'éducation que les jeunes filles. On se dit, voilà, la jeune fille, c'est un investissement à court terme, c'est-à-dire, on lui donne un mariage, on a sa dot, la famille se partage la dot, après c'est tout. Mais le jeune garçon, il est fort. On l'envoie à l'école, il étudie, il a un travail, il prend soin de la famille. Pour moi qui vis à Mbouji et pour quelqu'un qui vit à Limete, on n'a pas principalement les mêmes problèmes. Chez moi, par exemple, les problèmes qu'on rencontre quotidiennement, c'est qu'il y a des jeunes qui vivent dans un environnement, par exemple, près du fleuve qui est pollué. Ils sont obligés de respirer cet air pollué, par exemple. Le fleuve, on n'a pas de décharge publique chez moi. Ça, c'est déjà un problème que la plupart des jeunes subissent au quotidien. Il n'y a pas de décharge publique. Et par manque de décharge publique, personne ne veut rester avec ses déchets à la maison, par exemple. Il faut bien trouver un endroit où les mettre, ces déchets. Et donc, du coup, on est obligé de jeter les déchets dans le fleuve. Ça, c'est une mauvaise pratique. On n'y peut rien tant qu'il n'y aura pas de décharge publique et qu'il n'y aura pas de mesures prises pour ça. Après, on se dit pas que à côté du fleuve, il y a des maisons, il y a des gens qui habitent, il y a des écoles à côté. Et ces enfants, non seulement ils sont confrontés au risque que ces odeurs ont sur leur santé, sur leur bien-être, mais aussi ils sont stressés de savoir que ça va continuer, que c'est un problème qui est perpétuel tant qu'il n'y aura pas de solution. Ça, par exemple, c'est quelque chose que moi je porte ici, au niveau de l'UNICEF. J'en ai fait un peu mon combat par rapport aux problèmes que ces jeunes rencontrent dans mon milieu. Voilà.
En tout cas, ce qu'il faut, c'est que si, comme je vous ai dit, c'est un problème de culture. Donc, dire que on pourra automatiquement remédier à ce problème, c'est pas facile, c'est pas vrai. Ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait, c'est que on arrive à parler tous le même langage. Et parler le même langage, c'est-à-dire, par exemple, faire comprendre aux gens que la jeune fille n'est pas une chose. Et ça, il faut que ça passe par tous les degrés. Si en maternelle, on apprend à un enfant, à un garçon qui est en maternelle, même s'il a grandi dans une famille où sa mère est ménagère et que son père traite sa mère comme une esclave, mais qu'à l'école, on lui fait comprendre que, tu vois, ta voisine, c'est une fille, elle a des droits comme toi, elle a le droit de grandir, elle a le droit d'évoluer. Si on lui fait comprendre ça, moi, je pense que plus tard, on aura un jeune garçon qui est assez conscient, même si à la maison, les réalités sont tout autres, mais qui aura compris l'importance de la jeune fille dans la société. Donc, je pense que ça part d'une sensibilisation à tous les niveaux. Il faut déjà, dès le bas âge, qu'on fasse comprendre aux gens, qu'on fasse comprendre aux enfants, qu'on fasse comprendre aux adultes aussi que la femme, la jeune fille n'est pas un objet, qu'elle a des droits, elle a le droit d'évoluer, elle a le droit de rêver, d'avoir des rêves et de se battre pour concrétiser ses rêves. Bah déjà, c'est un appel à la conscience. Je dirais que pour la plupart des jeunes filles, pour les droits de la jeune fille, en fait, en RDC, c'est sombre. On est dans un sentier qui est sans électricité, sans lumière. Et connaître ses droits, c'est en fait avoir cette lampe qui va nous éclairer sur notre sentier, qui va nous guider là où on veut arriver. Connaître nos droits nous permet de savoir où on veut aller, nous permet de savoir qui on est, le potentiel qu'on a, et de savoir qu'il y a personne qui peut nous mettre des limites, en fait. Bah moi, j'attends vraiment qu'un gros effort soit fait pour que de plus en plus de filles soient conscientes de leur importance de la société. Ça part aussi d'une sensibilisation. Il faut qu'on arrive à faire comprendre aux filles, selon les milieux, qu'une fille n'est pas faite pour le ménage seulement, ou qu'une fille n'est pas faite pour rester à la maison, pour se marier, pour avoir des enfants. Mais il faut qu'on fasse vraiment comprendre aux filles qu'elles ont de l'importance, elles ont cette capacité aussi à pouvoir, elles, faire changer les choses à leur niveau. Et ça passe par la sensibilisation. Moi, par exemple, je connais des filles qui, dans mon quartier, qui vendent le pondo, elles vont pas à l'école. Et quand tu leur demandes pourquoi tu vas pas à l'école, elles me disent, non, faut n'a pas là, parents, ça faut bien, ça n'a bon rebelle pour sa famille. Ça, c'est ce qu'on met dans la tête des jeunes filles. Et si on arrive à leur mettre ça dans la tête et qu'elles le comprennent, qu'elles le gardent, imaginez qu'on arrive à leur mettre dans la tête que toi aussi, tu peux avoir un travail, hein, tu sais. Tu peux contribuer au développement de ta société, tu sais. Tu sais que tu peux aussi prendre soin de ta famille un jour en travaillant, en étudiant. Et tu sais que le monde a besoin de toi et que le pays a besoin de toi. Donc, ce que j'attends vraiment des autorités, c'est qu'on arrive à faire comprendre ce message et qu'on le fasse passer partout. Pas seulement à Kinshasa, qu'on le fasse passer au Kasaï, au Sankuru, à Katakokombe. Moi, je suis de Katakokombe. Donc, il faut vraiment que ce message soit vulgarisé. Mais il faut aussi que les jeunes filles aient des mentors, des idoles. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui t'inspire. Voilà pourquoi, en fait, on doit faire le maximum pour avoir une influence positive sur ceux qui viennent après nous. Moi, je suis fière de dire que dans mon école, il y a des gens qui me disent « Yaketia, moi aussi je veux être comme toi ». Vous voyez? C'est montrer, en fait, à quel point, par les petites actions qu'on fait, aussi petites soient-elles, inspirent d'autres filles, d'autres petites filles autour de nous. Bah, mon premier modèle, c'est ma mère. C'est ma mère parce que ma mère, elle a eu un parcours assez compliqué. Donc, elle s'est mariée tôt. Elle nous a eu tôt. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que ma mère, elle a compris qu'elle devait apprendre, qu'elle devait étudier. Ma mère a repris ses études. On était tous nés. On est 6 en plus. Elle a repris ses études. Et un truc que ma mère me dit toujours, c'est que les études n'ont pas de limite. Et que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est investir dans sa tête. C'est la connaissance. Elle m'a dit, la connaissance va t'apporter tout ce que tu veux. Aujourd'hui, ma mère, elle a eu sa licence, elle a fait son master, et elle compte faire son doctorat. Donc, du coup, après, elle m'inspire énormément. Et voilà, les études n'ont pas de limite. La deuxième personne qui m'inspire beaucoup, c'est Madame Thérèse Kirongozi. Ah là là, j'aime trop. J'ai rencontré cette dame. Elle a une histoire passionnante. Elle est forte.
Elle est intelligente, elle est audacieuse, elle a du caractère, elle a du cran, elle se lance. Moi, je veux être ingénieure plus tard. Je vais être ingénieure en environnement. Et Madame Thérèse Kiwangozi, elle m'inspire. Madame El Bazaïba, ce que j'aime chez cette dame, c'est son caractère. Donc, c'est une femme qui a un caractère vraiment affirmé. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, en fait. Elle sait s'imposer aussi. Ça, c'est ce que j'aime. Tout en restant silencieuse et respectueuse. Donc moi, ce que j'aimerais faire comprendre à toutes les filles en République démocratique du Congo, à toutes les filles qui vont me suivre, c'est que il faut avoir des rêves, il faut travailler pour concrétiser ses rêves, et il faut se dire que rien ni personne ne peut vous empêcher de devenir la personne que vous souhaitez. Ça, c'est le message que j'aimerais vous faire passer. Ne vous laissez pas influencer par les propos sexistes ou les propos qu'on tient, que ce soit dans votre famille, que ce soit autour de vous. Ne vous limitez pas à ça. Il faut toujours voir grand. Aussi loin que vos yeux verront, vous y arriverez. Ça, c'est le conseil que j'ai à donner aux jeunes filles. En tout cas, moi, j'attends beaucoup de la jeunesse congolaise et surtout des jeunes filles congolaises. Et j'espère vraiment avoir une génération de filles éveillées, conscientes de leur importance dans la société. Et tout part de ce qu'on a là. Apprenez, soyez enseignables, continuez d'apprendre et apprenez le plus possible. Et puis rêvez, travaillez beaucoup aussi. Voilà.